Et salut, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 36 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme 14 titres et 15 numéros, 5 titres issus de DC Comics, avec le numéro 1 de Resurrection Man, le numéro 1 de Absolute Green Lantern, le numéro 6 de Absolute Superman, et le numéro 7 de Absolute Batman, sans oublier les numéros 3 et 4 d'Aquaman, ça c'est côté DC Comics. Ensuite, on attaquera Image Comics avec 7 titres, le numéro 3 de Lucky Devils, le numéro 3 de The Seasons, le numéro 5 de High Street, le numéro 13 de Geiger, le numéro, je crois, 7 de Falling in Love on the Path to Hell, le numéro 8 de The Moon is Following Us, et le numéro 11 de Phantom Road, et nous terminerons par le numéro 4 de The Last Ronin 2 Re-Evolution chez IDW, et le numéro 3, le dernier numéro, de The Big Burn chez Distillery. Ouf, gros programme, hein, vous en conviendrez. Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps en commençant directement par ce numéro 1 de Resurrection Man, Quantum Karma, scénarisé par Ramvi et dessiné par Arnan RK et colorisé par Mike Spicer. Alors évidemment, Arnan RK, c'est cette collaboration Ramvi-Arnan RK, vous avez pu l'apprécier dans Blue in Green, qui est vraiment un récit que j'ai adoré, que j'ai trouvé excellent. Je crois que vous pouvez trouver, je crois que c'est chez iComics. Moi j'ai le TPB, donc je crois que c'est chez iComics en VF. Et effectivement, vous avez également du Jackson Guice, mais qui est juste sur la première page. Pourquoi? Parce que ça commence par Who is Resurrection Man? Parce que, et oui, c'est ça qui est intéressant, forcément, on ne connaît pas très bien. C'est un personnage qui a été créé en 1997 par Dan Abnett et Andy Lanning, ce duo d'écrivains britanniques, et justement Jackson Guice au dessin, en tout cas au départ. Et il s'agit de Mitch Shelley, du coup. Et ce qui est très intéressant chez ce personnage, bah, c'est qu'il il l'explique un petit peu aussi, hein, Dan Abnett et Andy Lanning, qui voulaient créer quelqu'un qui pourrait revenir à la vie à chaque fois, une sorte d'immortel. Donc c'est quand ils bossaient chez Marvel dans les années 90. Mais en même temps, juste cette notion d'immortalité, ça leur semblait pas suffisant. Et ils voulaient un petit gimmick en plus, et ce gimmick dans Resurrection Man, c'est que à chaque fois qu'il revient à la vie, il a quelque part le pouvoir de ce qu'il a tué. Donc c'est quelque chose d'assez cyclique et d'intéressant. C'est-à-dire, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Littéralement, lui, c'est ce qu'il tue qui le rend plus fort. Donc ça va à l'encontre du principe philosophique de Nietzsche. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va évoluer justement, et ça commence directement avec cette brochure, on pourrait croire qu'elle s'adresse au lecteur, et finalement nous, c'est un personnage qui manipule un comics, un vieux comics justement, mais qui est en lien direct avec ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va parler justement de ce personnage de Mitchell, qui évidemment qui a pris un nom d'emprunt, qui va essayer de mener tout simplement une vie normale. Et on voit que c'est quelqu'un qui a mené énormément de vie, énormément d'existence, et à chaque fois, qui a été tué d'une certaine manière et qui peut ensuite ressusciter avec ce pouvoir-là. Je vous donne un exemple tout bête, s'il est tué par le feu, il va pouvoir renaître justement avec la manipulation du feu ou une maîtrise du feu. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et on va suivre tout ça jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance d'une personne bien mystérieuse qui va lui expliquer que finalement il a une importance fondamentale dans on va dire un pan d'existence qui est un petit peu à part, qui est un petit peu caché du reste du monde. Et ça c'est vraiment très intéressant, alors que ça fait pourtant partie du cœur de l'univers et qu'il y a une menace terrible qui arrive et qui se présage. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez fascinant, qui est très intéressant à bien des égards. Et on a un final que je trouve absolument incroyable, hein, parce qu'on va voir un petit peu, on va nous présenter une sorte d'antagoniste qui fait froid dans le dos quant à ses passions ou ses loisirs, en tout cas ce qu'il aime manger. Voilà, je m'arrêterai à ça. Mais vraiment, c'est un épisode que j'ai trouvé assez brillant, parce qu'on va voir que là, ce qui va finir par tuer ce personnage, c'est autre chose, et justement, qu'est-ce qui va faire cette conséquence-là? Et en plus, on nous présente l'antagoniste. Waouh, mais quel coup de cœur! C'est une énorme claque, là. Un tour de force pour moi de la part de Ramvi et d'Anan RK. Moi, je connaissais pas, j'avais rien lu, j'avais lu aucune des deux séries, je crois que donc celle de 97, puis je crois début des années 2010, 2011 ou 2012. C'est des séries qui n'ont pas vraiment beaucoup marché, il n'y a pas eu beaucoup de numéros. Là, je sais même pas si c'est une mini ou une maxi, je crois que c'est une mini ou une maxi, mais je sais plus en combien. Mais en tout cas, là, je suis super, super hypé, je trouve ça génial. C'est clairement mon coup de cœur, c'est extra. Il y en a un autre coup de cœur, voilà, je vous le dis. Je spoil pas trop, mais il y en a un autre. On enchaîne, avec un autre numéro, alors c'est pas celui-là, mon coup de cœur. Absolute Green Lantern, on continue à découvrir les autres titres Absolute, après Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter
bah, c'est Absolute Green Lantern pour cette deuxième salve, hein, après la Trinité évidemment. Donc là, c'est Al Ewing au scénario, et c'est Janoy Lindsay au dessin et à la colorisation. Je crois que cette personne fait les deux. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'en plus on n'a pas forcément de photos, donc je vais pas me risquer à quelque chose. Donc on a déjà ce que je trouve qui m'a un petit peu chagriné, bah, c'est les dessins. Je suis pas fan du tout des dessins. Alors oui, c'est du numérique, mais ça se voit, c'est bien le problème. C'est-à-dire que là, on voit parfois les contours blancs, pardon, qui sont assez grossiers. Et c'est vraiment dommage. Et parfois même, vous avez juste des aplats de couleurs en guise de colorisation, c'est pas dingo. Bon, ça nous présente quand même ce Hal Jordan. Hal Jordan qui a l'air complètement paniqué. Euh, il est tout de suite appréhendé par un policier qui lui dit mais qu'est-ce que t'as dans ta poche, sors ton arme, parce qu'il essaie de cacher quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on sait que les conséquences ont l'air terribles. Donc, et on nous le dit, hein, direct, c'est de Black Hand, c'est le nom de l'épisode. Donc de ce côté-là, il n'y a pas franchement de gros mystère, quoi. Mais c'est assez fascinant. En tout cas, on se demande ce qui se passe. L'histoire va se dérouler un petit peu dans un diner, vous le savez, hein, c'est un endroit assez classique dans un récit américain, ce genre d'établissement où on va manger des tartes au citron, ou des gaufres, ou des choses comme ça. Sauf que là, il y a une retransmission en direct bah, qui nous montre qu'il y a quelque chose d'assez surprenant quand même, qui a fait irruption dans cette ville, hein. Donc bah, ça, c'est plutôt intéressant. Et on va voir un petit peu justement bah, le flashback de ce personnage de Hal Jordan, mais qui va être accompagné par d'autres que vous connaissez dans l'univers des Green Lantern, forcément. Et on va voir qu'il y a vraiment des choses assez spéciales qui vont se produire, forcément, par rapport à Binsour. Binsour qui a un nom qui doit vous dire quelque chose, mais qui, là, sa représentation est assez intéressante. Donc on a un numéro qui est franchement très introductif, et on va nous révéler évidemment bah, tout ce qui va être le corps de l'épisode, à savoir cette main noire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que... À quoi a été exposé Hal Jordan? Parce que visiblement, ce contact avec cette espèce de... Vous l'avez vu, cette lanterne verte géante, finalement, qui a laissé pas mal de radioactivité. Donc ça vous octroie des pouvoirs ou des maléfices, des malédictions. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on voit bien que l'un a été frappé par l'un et l'autre a été frappé par l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, tout en restant cryptique. C'était pas mal, mais franchement, le dessin, je ne l'ai pas trouvé génial. Très très introductif, intriguant malgré tout. On ira sur la suite, mais le numéro 2 va être franchement déterminant, parce que là, je suis un petit peu sur ma fin. Il y a un concept que je trouve intéressant, que j'avais vu déjà chez Remender dans Sacrificers, voilà, notamment lors du deuxième arc, que vous allez bientôt découvrir en VF. Ça m'y a fait fortement penser, et pourquoi pas. Mais à voir où ça va mener. Une sorte d'anti-héros, encore une fois, de gestion de la peur. Il est question de ça, et c'est pour ça que c'est au corps de Green Lantern. Pas intended, évidemment. Corps de Green Lantern, bien sûr. Allez, on continue, plutôt que faire des vannes foireuses, avec ce Absolute Superman numéro 6. C'est le dernier numéro de l'arc Last Dust of Krypton. Et là, vous le voyez, un accueil sympathique a priori à Smallville. Parce que oui, effectivement, à l'issue du numéro 5, bien, ce Kal-El voulait absolument rentrer à la maison. Alors, on était un petit peu circonspect ou surpris en tant que lecteur, puisque qu'est-ce que peut être la maison pour ce Kal-El, puisqu'on le sait que d'où il vient, ça a explosé. Et là, on voit justement tout ce qui a suivi un petit peu, et toute cette solitude et cette détresse de ce personnage-là. Et on va là, enfin, faire le lien avec le Kansas. Alors, c'est un petit peu moi le chagrin que j'ai vis-à-vis de cet épisode. Alors, on le savait, hein, il y avait eu un cliffhanger lors du numéro 3 ou du numéro 4, je sais plus trop exactement. On se disait, tiens, où il pouvait y avoir un lien avec les Kent. Bah, il est là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'en sais rien. Alors là, on va voir un petit peu ce qui aurait pu être, ou ce qui aurait dû être, justement. Et c'est ça qui est un peu étrange. J'ai eu presque l'impression que on était plus dans une série, comment ça s'appelle, Ultimate que Absolute. J'ai l'impression que c'était le maker qui avait tout fait pour empêcher cette rencontre, quelque part. Et on voit que forcément, ce Kal-El, il arrive tel un étranger qui ne parle pas la même langue, mais qui est recueilli par un couple de fermiers très aimants et très bienveillants. Ah, ça me dit quelque chose. Et mais là, encore une fois, alors je l'ai pas dit, oui, pardon, c'est Jason Aaron au scénario, mais ça n'est pas Rafa Sandoval au dessin, c'est lui que vous avez pu apprécier sur la cover, mais c'est Giuseppe Di Carmenico, je crois que c'est comme ça. Di Gian Domenico, pardon. Giuseppe Di Gian Domenico. Ou Carmine Di Gian Domenico. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est ça. Je vous redirai ça après quand j'aurai les crédits. Mais on a vraiment quelque chose de à la fois plutôt touchant, mais assez classique finalement
du récit de Superman ou du passage obligé un petit peu au Kansas Smallville. Sauf qu'évidemment, ce classicisme, il va être un petit peu bousculé par la Lazarus Corp. Et donc on va y venir forcément avec ces différents peacemakers qui vont intervenir et qui vont un petit peu rompre ces jolies vacances ou cette jolie parenthèse. Mais voilà, il était décidé décidément que la vie de Kal-El serait semée de souffrances et d'obstacles. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt intéressant malgré tout, avec un cliffhanger, ma foi, assez intéressant, même si plutôt prévisible, parce que qui dit Lazarus Corp, et notamment de Puy de Lazare, on pense forcément à quelqu'un. Donc bon, c'est un semi-cliff, j'ai envie de dire. Mais qui clôt ce premier arc absolu de Superman, Last Dust of Krypton, c'était bien terminé, dit John Domenico. Et c'est toujours Ulises Areola à la colorisation. Donc ce Absolute Superman 6, plutôt un bon numéro, même si je me demande à quel point c'était nécessaire de rapprocher les origines comme ça, même si c'est de manière très parcellaire. C'est quoi? C'est ce qui pourrait être son chez lui, mais ce qui ne l'est pas, mais il a eu un aperçu de ce qu'il aimerait être permanent, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est pas désagréable à lire, hein, c'est très cool, hein, même si, bon, en l'absence de Rafa Sandoval, mais c'est comme ça un petit peu. Pour toutes les séries absolues, vous allez voir qu'il y a pas mal de dessinateurs fillers, mais pourquoi pas. Mais ce numéro 6, c'était une légère déception à la lecture, quoi. Voilà, par rapport à ce point de vue de Jason Aaron, j'ai pas trop compris. Après, on verra, il y aura peut-être un lien à nouveau. Et on sent qu'il y en a un d'ailleurs à l'issue de ce numéro. Je continue avec l'univers Absolute, cette fois le numéro 7, je crois, de Absolute Batman. Oui, c'est ça. Donc Absolute Batman numéro 7, donc c'est un nouvel arc, un arc en 2 épisodes seulement, dessiné par Marcos Martin, qui s'appelle Absolute Zero. Donc plutôt intéressant aussi ce titre, ce choix de titre forcément, parce que qui dit zéro absolu, fait penser forcément à du grand froid, et qui fait penser à du grand froid dans l'univers de Batman et de Gotham, vous pouvez forcément penser à un vilain bien connu. Donc effectivement, il va être question de Victor Fries, mais pas que, puisque Snyder oblige, donc Scott Snyder au scénario, et là vous l'avez vu, Marcos Martin au dessin. Eh bien, et la colorisation, je ne sais plus, d'ailleurs je l'ai eu sous les yeux, mais je peux vous le dire, c'est Munsa Vicente. Et on va voir justement pas mal, presque un règlement de compte un petit peu entre Bruce Wayne et ses potes d'enfance, sur justement sa double identité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils auraient pu lui en parler. Et on a quelque chose qui est assez intéressant là-dessus, et donc on va avoir des va-et-vient entre cette discussion et Bruce qui va à nouveau en fait essayer de retrouver un de ses amis d'enfance. On n'en avait pas trop parlé dans le premier arc, on avait vu qu'il y avait Ozzy, qu'il y avait Harvey, qu'il y avait Selina, qu'il y avait aussi Waylon Jones, mais là on apprend également qu'il y a Mitchell Matches Malone. Et si vous ne savez pas qui c'est souvent le nom d'emprunt que prenait Bruce Wayne justement pour se déguiser lors de pas mal d'enquêtes, quand il décidait d'enquêter en tant que Bruce Wayne, mais pas forcément en tant que Batman, pour avoir des premiers indices et des éléments d'information qu'ensuite Batman pourrait élucider. Et là, on a quelque chose qui est assez intriguant, puisque dès qu'il rencontre Malone, il voit que il se passe quelque chose de très curieux. Donc il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, essayer de remonter un petit peu la piste. Et on a vraiment un numéro que j'ai trouvé franchement efficace, hein, pas mal du tout, qui est pas non plus renversant, mais qui est très agréable. Et on va voir justement la rencontre qu'il va faire par rapport à des expériences, à un labo pharmaceutique. Là, vous doutez bien de qui il s'agit. Donc c'est là où on va faire la connaissance de Victor Fries, et on va voir un petit peu sa version de l'univers absolute. C'est un numéro, comme je vous disais, qui est très sympa. Ça va être un arc en 2 a priori. On va voir si ça prépare le terrain pour ensuite, ou si c'est juste un arc filler, on va dire, qui est un sous-tiroir d'un plus grand fil rouge. Mais ouais, c'était pas mal du tout, ce numéro 7. Un bon épisode. Pas renversant, mais un épisode très agréable à lire. Donc voilà. On termine avec DC Comics, avec 2 numéros, parce que j'étais un peu en retard, les numéros 3 et 4 de Aquaman. Aquaman, scénarisé par Jeremy Adams, dessiné par John Timms. Et je sais plus la colorisation, donc je vérifie ça rapidement. C'est Rex Locus, ou Locus à la colorisation. Donc je présente le numéro 3 avec une magnifique cover de Tula Lotte, ici, une variante cover évidemment. Puisque la cover régulière, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Je suis pas sûr la cover, mais bon, on verra. Donc ça commence de manière très intéressante en fait à Amnesty Bay, et on va voir un petit peu le passé de Arthur Curry avec son père, le gardien de phare, et ils vont se poser la question tout simplement de à quoi ça sert d'être gardien de phare. Moi mes copains ils se foutent un petit peu de ton boulot, ils disent que ça sert à rien,
Et on va voir que bah, ça sert pas forcément à rien, il va faire le lien entre cette histoire passée et ce qui lui arrive actuellement, puisque il comprenait pas trop, il arrivait dans un autre univers où tout est régi de manière assez différente, notamment vis-à-vis de l'eau. Et on va voir que là, l'antagoniste, on parle de Dagon, donc on le présente, on voit bien que lui, il va absolument mettre la main sur Aquaman, sauf que Aquaman, lui aussi, il va avoir des alliés qui vont essayer bah, de lui forger une arme qui serait bah, une arme incroyable, quoi, ce qui serait la meilleure des armes qu'il pourrait avoir, surtout dans cet univers-là. Et donc, bah, on a franchement deux épisodes que j'ai trouvé vraiment très bien, mais pendant que ces deux alliés lui forgent cette arme, forcément, lui, il est happé par un personnage qu'on a vu dans World's Finest, les numéros, je crois, je sais plus trop, mais 35 à 37, je crois. Donc, on verra que ce personnage, une espèce de sirène un petit peu dans l'univers d'Aquaman, assez mystérieux. Donc, ce personnage-là, du numéro 4, là je vous présente la cover du numéro 4, du coup. C'est du nom de... Oui, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Ben, je sais plus. C'est pas... Laura, quelque chose? Non, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Donc, c'est ce personnage-là. Et on va voir, du coup, Aquaman qui va être un petit peu contraint bah, de se libérer parce qu'il est dans de beaux draps, il a des chaînes magiques. On nous parle beaucoup de Blue. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que là, dans ce nouvel univers d'ici, on nous parle du Blue, du Green, forcément, avec Swamp Thing notamment, mais également du Red. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont plutôt intrigantes. On va voir que Aquaman va essayer, tant bien que mal, de se libérer en fait de sa situation grâce un petit peu à des pouvoirs nouvellement acquis. On en avait parlé dès le numéro 1. Regardez les planches qui sont vraiment superbes. Elles sont vraiment très belles. Et surtout, là, on va voir que on va pouvoir lui remettre sa nouvelle arme, une espèce de épée trident. Il faut que je vous montre ça quand même parce que ça a une sacrée gueule. Qui s'appelle Thalassa. The Trilance Saber. Regardez-moi ça. Ça rigole zéro. Et avec ça dans l'eau, bah autant vous dire que là, Aquaman, avec ses nouveaux pouvoirs en plus, ça va trancher, chérie. Je vous montre pas, mais il y a une double splash qui est vraiment superbe, où il met, on va dire, son épée trident à l'œuvre, Thalassa, et Thalassa rigole pas. Donc vraiment, c'est Aquaman 3 et 4, bah, j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa, toujours très agréable, et on sent qu'il y a vraiment, cette série, elle a une place très importante dans l'univers d'ici All-In, notamment parce qu'on parle de Blue, hein, qu'est-ce que c'est que The Blue? Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel Aquaman se trouve? Il aimerait retrouver tout simplement bah, ce qu'il a perdu. J'en dis pas plus. Et donc, il va falloir affronter ce seigneur Dagon. Mais vraiment, c'est très intriguant. Et franchement, cette série, elle paye pas forcément de mine, mais je pense qu'elle a sa place dans l'univers d'ici et qu'elle va avoir des conséquences assez importantes. On verra. On enchaîne avec Image Comics, le numéro 3, qui s'est fait attendre, The Lucky Devils, rappelez-vous, c'est l'équipe créative, on vous le rappelle là-haut, qui était à l'œuvre sur 8 Billion Genies, ou même sur Curse Words. Donc c'est évidemment Charles Soule au scénario et Ryan Brown au dessin et la colorisation. Donc on a le numéro 3 ici, qui commence tout simplement il y a des années de cela, et on voyait que bah, les deux petits diablotins qui accompagnent les personnages de Cameron et Star, je vous rappelle que Cameron c'était un petit prof remplaçant de philo, qui avait du mal à trouver sa place. Star, elle, c'est une ASH, hein, une aide-soignante hospitalière, qui est elle aussi à qui on donne les basses besognes. Dès qu'il y a un code marron, en gros, bah, c'est elle qui doit se le cogner. Et on commence par donc ces deux diablotins qui accompagnent ces deux personnages-là, parce que vous le savez, normalement, c'est les sphères d'influence où on doit commettre des méfaits, être le plus négatif et néfaste possible sur son entourage. Et là, c'est des diablotins qui sont à 3Z, donc des zones d'influence autour du millier à peu près. Et on voit que Rake et Collard finalement, c'est quelque chose qu'ils essayaient de préméditer. Ils faisaient déjà un peu de la politique. Ils essayaient d'un petit peu de sensibiliser tous les autres diablotins et de se révolter à leurs conditions et leur situation, quoi. Elle doit être inacceptable et ils doivent réagir. Sauf que c'est pas toujours évident de mettre une révolution en marche. Parfois, plutôt que de beaux et longs discours, hein, il faut faire des actes, et ces actes-là, ils vont les faire avec l'aide forcément de péchés capitaux. Là, on parle notamment d'envie et de colère. Et on va voir un petit peu bah, les vies croisées de Cameron et Star, qui finalement, par la force des choses, par un concours de circonstances incroyables, finalement évidemment c'est un coup de pouce diabolique, eh bien ils se retrouvent un petit peu à hisser les différents rangs hiérarchiques de leurs différents métiers, et quelque part ils prennent de l'importance dans leur zone d'influence. C'est quelque chose qui va être tout de suite remarqué d'ailleurs bah, au sein un petit peu du
des enfers, parce qu'il y a toute une bureaucratie administrative aussi, où là, si on arrive au 4Z, parce que là, on se rend compte qu'effectivement, leurs poulains, ils ont fait du bon boulot, et bien au 4Z, là, on a des appartements de luxe et tout, on a énormément de choses à disposition, mais on a également plus de responsabilités, et du coup, il y a une inspection surprise. C'est ça qu'on raconte, c'est cette inspection surprise. On veut voir ces êtres-là commettre des méfaits, voilà, et les constater de nos propres yeux. Forcément, là, ils sont emmerdés parce qu'ils savent bien que tout ça, c'est plutôt orchestré. Et d'ailleurs, hop, regardez-moi ça, petite référence. Je sais pas si c'est juste une petite rêve comme il y a eu sur Curse Words, mais là, on a les petits génies de 8 Billion Genies, donc ça m'a fait marrer de voir ça pendant qu'ils prennent le Elevator. Excellent jeu de mots, parce qu'évidemment, Elevator. Et donc là, on va voir comment vont-ils se sortir de cette situation-là. Ben, Rake, quelque part... non, c'est Collard, pardon. Collard, quelque part, commet l'irréparable, fait quelque chose d'assez risqué, voire de compromettant, peut-être, pour se sortir de cette situation et en gros, ce contrôleur fiscal, quoi. C'en est pas un, mais c'est presque ça. Cette espèce d'inspecteur surprise, là. Aïe, aïe, aïe. Le cliffhanger est assez génial. Il nous promet de nous montrer un petit peu les strates supérieures et de voir leur réaction. Ce qui va être probablement... ils vont pas être très contents. Donc vraiment, c'est Lucky Level numéro 3. C'était encore une très bonne lecture. C'est une excellente série. Je crois que c'est prévu en 9. Donc très hâte de lire la suite. Même si j'ai l'impression que ça sort plus tous les 2 mois que tous les mois. Parce que Charles Soule est très occupé chez Marvel. Il fait du Star Wars. Mais il faut aussi, je crois, quelques mini. N'hésitez pas à me le dire et à me le préciser dans les commentaires si vous êtes au courant. Parce que je sais plus trop. Donc voilà, c'est Lucky Level numéro 3. On enchaîne avec The Seasons. Toujours numéro 3. The Seasons de Rick Remender au scénario et de Paul Asaceta au dessin. Et du Mateus Lopez à la colorisation. Ça, je vous en avais déjà parlé, des 2 premiers numéros, ou du premier, puis du... je sais plus. Mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, qui est très intrigante, où on parle des Sœurs Seasons, hein, Spring, particulièrement, parce que c'est vraiment, elle, une espèce de factrice dans New Golia, donc un pays qui était très librement inspiré, a priori, de la France, hein, en tout cas de France fantasmée, avec des jolies routes pavées. Elle était en scooter, mais elle était dépassée par les événements, elle n'arrivait pas à faire les livraisons qu'elle devait faire. Et là, on commence par une discussion qu'elle a avec sa sœur Winter, et clairement une opposition de manière de voir le monde et la vie qui est assez glaçante, assez froide. On voit vraiment que c'est 2 sœurs qui s'entendent pas forcément, quoi, mais c'est vraiment assez touchant. Donc ça commence comme ça. Et on voit que Spring, elle est sacrément dans la merde, parce qu'elle se fait carrément virer, enfin plus personne ne lui fait confiance. Elle est esselée. Et elle est un peu déprimée. Quand elle rentre chez elle, elle est plutôt bien accueillie par sa sœur. Et là, il y a vraiment une scène qui est très touchante, où elles se livrent l'une à l'autre. Donc c'est vraiment très beau. Mais il va y avoir forcément quelque chose qui va faire un peu irruption, parce qu'elle arrête pas de lui parler quand même de ce carnaval menaçant, hein, dont on avait déjà des prémices dans les premiers numéros. Mais personne ne la prend au sérieux. C'est un peu Pierre et le Loup. C'est parce que c'est quelqu'un qui est tellement rêveur qu'on la prend pas au sérieux, parce qu'elle est dans son monde, hein, dans son monde de l'imaginaire. Sauf qu'évidemment, là, ce carnaval, est-ce vraiment l'imaginaire? C'est ce que vous avez découvert dans ce numéro 3, que je trouve assez efficace encore une fois. Ça prend son temps, mais c'est intelligent. Là, ça a bien exploré un petit peu la personnalité et les relations différentes entre Spring et Winter. Mais voilà, on a toujours un quid de la situation de Autumn, qui était assez mystérieuse dès le numéro 2. On ne sait pas trop ce qu'il est advenu d'elle. Summer, on la voit très peu. Il est très peu question d'elle. Donc, non, franchement, hâte de lire la suite, hein, de The Seasons. On enchaîne avec le petit segment Ghost Machine, avec tout d'abord le numéro 5 de High Street, une série que j'aime énormément, scénarisée par Jeff Jones, dessinée par habituellement Ivan Rice, mais pas cette fois. Cette fois, c'est Francis Portela, avec Brad Anderson à la colorisation. Et on va venir sur le personnage de Miss Goodbody. Le personnage de Miss Goodbody, vous aviez déjà rencontré certainement dans le one-shot Divor, dont je vous avais parlé, qui est vraiment un one-shot que j'avais beaucoup aimé, qui était vraiment très intelligent et glaçant, qui était terrifiant. Et là, on commence par quelque chose qui est assez terrible aussi, c'est-à-dire que c'est une coach, hein, une coach de remise en forme, une coach de sportive. Et on peut dire qu'elle est plutôt turbulente avec une de ses élèves. Hein. Elle pousse à bout à tel point qu'elle provoque indirectement ou directement sa mort. Et ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. Et on voit évidemment que c'est quelqu'un qui a fini par arriver voilà, dans High Street. Là, vous reconnaissez Mr. X-Ray. Et on va revenir justement sur le passé un petit peu et les jours qui ont suivi cet accident mortel de cette personne qui prenait le cours de sport. Et on va voir que progressivement, plus personne ne lui fait confiance. Ça reste quelqu'un qui est mis de côté, quoi. Et forcément, elle va avoir toute sa place à High Street par rapport à tout ce qu'elle a pu commettre, hein, parce qu'elle va aller
plutôt loin, en fait, dans la cruauté. Et on va voir également un autre personnage, un personnage d'une diseuse de bonne aventure, hein, qui s'appelle Sisterhood. Il est fort probable qu'on la reverra dans un prochain numéro de High Street. D'ailleurs, je crois que le numéro nous le dit à un moment, chaque chose en son temps. Et on a vraiment un numéro, encore une fois, qui est très intéressant sur justement le passé de Miss Goodbody, parce qu'à chaque fois, les passés de chacun des protagonistes qui finissent à High Street, hein, pour délivrer les âmes au scorekeeper, on voit qu'il y a un personnage qui respecte pas les règles du jeu, mais tous les autres, ils essaient. Mais en fait, il y en a deux qui respectent pas. Il y en a un qui refuse de livrer les âmes, et l'autre qui livre les âmes à profusion, et normalement suffisamment pour pouvoir regagner sa vie, a priori, mais il ne le fait pas. Donc il y a pas mal de choses comme ça, on sent que les intérêts divergent entre les différents protagonistes, et vraiment c'est super intéressant de revenir sur le passé de chacun d'entre eux, comment ils ont fini par arriver à High Street et quelles sont leurs motivations dès lors. Ah, c'est intriguant, c'est vraiment trop bien, donc vivement le numéro suivant, qui sera encore dessiné par Francis Portela. Mais je sais pas trop, je sais plus s'il nous montre la couverture du prochain. Je vous dis ça, hop. Oui, oui, tout à fait. Alors je vais essayer de vous le montrer parce qu'il y a un spoiler juste à côté, regardez, ça a l'air trop bien. C'est sur Mister X-Ray. Voilà, hâte de voir ça. J'essaie de faire attention parce qu'il y a le cliffhanger juste à côté. Donc c'est Rice Suite numéro 5, encore un très bon numéro, très cool. Même si, bon, passer au-delà de la déception que c'est pas Ivan Rice, ça reste très sympa, Francis Portela, et puis le récit est franchement très bon. Donc Rice Suite depuis le début, de toute façon, j'adore. Donc je trouve ça vraiment très bien. On enchaîne avec Geiger, le numéro 13, déjà, le numéro 13 de cette seconde série Geiger. Et oui, vous voyez cette glowing woman, Ashley Arden, dont on nous avait déjà parlé finalement dès le 80 pages spécial en fait. Et là, on va voir un petit peu justement ses origines, comment elle a dû échapper à sa condition, sa rencontre avec le docteur Molotov, elle aussi, parce qu'on l'avait appris lors du numéro précédent. Et on va voir justement un petit peu toute cette relation, Geiger qui semble un petit peu plus apaisé, qui se confie à Nate, qui semble retrouver un peu d'espoir. On voit aussi une scène très touchante entre Joe, Junkyard Joe, et puis c'est les animaux Barney et Zigzag. On sent qu'il y a une possibilité de salut, mais évidemment, nous lecteurs, on a un coup d'avance sur Geiger parce qu'on sait un petit peu quelle sombre machination ou manipulation est derrière tout ça. Enfin, on sait une partie, on sait pas tout. Comme d'habitude, il y a toujours la splash ou la double splash pour faire plaisir de Gary Frank, puisque j'ai oublié de le dire, Jeff Jones au scénar, Gary Frank au dessin et Brad Anderson à la colorisation. Et on va avoir justement un affrontement entre les militaires un petit peu, et justement cette glowing pair, j'ai envie de dire, ce glowing man et cette glowing woman, en personne de Tariq Geiger et de Ashley Arden. Mais on va voir qu'ils ont un détenu qui va être libéré, et on va voir que là aussi, on va avoir des révélations. Donc un cliffhanger qui promet des révélations à venir, et qui promet un affrontement à venir, qui n'était pas forcément celui auquel on s'attendait. Donc vraiment, ce Geiger, très agréable, très blockbuster, mais très plaisant à lire malgré tout. Franchement, c'est toujours agréable, donc je le conseille. Geiger numéro 13. On continue avec Image Comics, il y a encore 3 titres. C'est le numéro 7 de Falling in Love on the Path to Hell. Ça fait longtemps, il y avait une petite pause entre le premier arc et ce deuxième arc. Jerry Duggan au scénario. C'est Gary Brown au dessin. Oui, puisqu'on avait Ryan Brown tout à l'heure sur Lucky Level, mais cette fois c'est Gary Brown. Et c'est Chris O'Halloran à la colorisation. Je vous ai déjà parlé de ce titre, qui est vraiment un titre que je trouve déjà magnifiquement illustré et colorisé. Je trouve ça vraiment très beau. Sur McCraith et Asumi, ce cowboy et cette samouraï, qui finissent par tomber amoureux de l'un de l'autre dans cette espèce de monde au-delà de notre pan existentiel, une espèce de île, un purgatoire insulaire quelque part, où il y a des attaques de monstres la nuit. On avait cette espèce d'ancien Maharaja dont on avait appris un peu plus sur les origines story dans le numéro précédent. Mohan qui veut absolument mettre la main sur ce couple. On sent que là aussi il essaie de faire une négociation auprès de quelqu'un qui serait après plus ou moins le maître de la forêt, le maître des arbres. Donc on sent vraiment qu'on a quelque chose qui prend un peu d'épaisseur au niveau du lore, un petit peu de ce qui régit ce monde. Et on a vraiment des planches d'un super dynamisme. Ça fonctionne très bien. Donc on va continuer à suivre ce couple de samouraïs et un petit peu de cow-boy, mais sauf que il va y avoir quelque chose d'assez intriguant, quelques révélations intéressantes, où on va voir que quelque part les coalitions vont se faire, et il va y avoir un petit peu un groupe qui va s'organiser pour essayer de renverser Mohan, tout simplement. Donc on a hâte de lire la suite, c'est vraiment très agréable, et c'est plutôt bien dessiné, c'est même très très bien dessiné.
par ce Gary Brown, que vraiment je ne connaissais pas, et c'est vraiment très beau. Excusez-moi. Donc vraiment, ce Falling in Love on the Part 12, je vous en ai déjà parlé. Les premiers numéros, je les ai trouvés quelque peu hésitants, ou alors c'est moi qu'on attendait beaucoup, et finalement, c'est une introduction nécessaire, mais ensuite, ça décolle très vite et très fort. C'est vraiment une série que je recommande. Voilà, Falling in Love on the Path to Hell, numéro 7. On enchaîne avec le numéro 8 de... Et vous le savez, c'est un de mes coups de cœur, bah évidemment, c'est un énorme coup de cœur de Moon is Following Us, numéro 8. Sur 8 numéros, je crois qu'il y a un numéro où j'avais dit un léger bémol, parce que j'ai dit, ah, peut-être qu'on prend un peu le lecteur pour un con, fait un petit peu un cycle, etc. Mais non, en fait, c'était juste un léger bémol, quoi. Encore une fois. Donc, cover B de Daniel Warren Johnson. Vous savez, les covers A, c'est Riley Rossmo. Cover B, Daniel Warren Johnson. Et oui, c'est un comics de Daniel Warren Johnson, justement, au scénario. Mais c'est aussi lui qui dessine certaines parties. C'est Riley Rossmo qui en dessine d'autres. Et encore une fois, on a quelque chose d'absolument génial. Sam et Duncan, les parents qui sont à la recherche de Penny, leur fille, dans un monde complètement délirant. Ils vont avoir l'aide, des aides un petit peu de tout ce qui peut sortir de l'imagination de quelqu'un, des rêves, des cauchemars. On a des designs que je trouve absolument mais géniaux. Attardez-vous sur les cases, ça vaut le coup. Il y a des trésors de créativité et d'inventivité à chaque fois. C'est un plaisir. On sent que Riley Rossmo et Daniel Warren Johnson, là, ils s'éclatent. Et on a quelque chose, comme d'habitude, de très intimiste, de très beau, de très inventif et créatif à la fois. C'est à la fois sur la nature humaine, sur les difficultés de la vie, tout ce qui peut semer des obstacles qui semblent presque infranchissables, et comment ça peut devenir également une force en fait. Mais on sent que dans leur quête de sauver leur enfant, ils se doivent de se sauver eux-mêmes avant tout. Et c'est ça que ça nous raconte. Il y avait un cliff qui m'avait ému presque aux larmes depuis le numéro précédent en ce qui concerne le personnage de Duncan. Et là, il y a notamment cette planche-là que je trouve absolument incroyable, qui montre à la fois tout l'amour que Sam a pour son mari et toute la compréhension. Elle lui dit mais parle-moi, dis-moi, tentons de briser cette glace-là qui te retient, et c'est tellement beau, et lui qui n'y arrive pas, parce qu'il dit quelque chose de magnifique, fait non, si j'en parle, ça rendrait la chose réelle, et ça voudrait dire ça pourrait arriver à ma fille, enfin, oh là 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 là. Moi j'étais complètement chamboulé. Et évidemment, on a toujours, en plus, à côté de ça, ces scènes absolument incroyables, on a un cliffhanger dingue. Donc j'ai tellement hâte de lire la suite, et de lire bientôt, malheureusement, la conclusion de cette série. Ce sera une maxi en 10 de Money is Following Us. Dès que ça sort en VF, jetez-vous dessus, c'est une énorme claque. C'est peut-être mon travail préféré de Daniel Warren Johnson jusqu'à présent. Je trouve qu'il y en a partout, c'est-à-dire que c'est à la fois magnifique, c'est foisonnant, c'est glaçant. Les personnages sont incroyables, d'un charisme fou. Le design des personnages, il est dingue. Que ce soit Pigface, que ce soit Brio, que ce soit encore une fois là, les armes utilisées, les moyens de transport utilisés. Tout est super créatif, tout est inventif, tout est dynamique, tout est péchu, c'est génial. Et en même temps, c'est très touchant, très beau. Effectivement, il y a un trope de Daniel Johnson qui parle de la vie, de la difficulté de la vie, mais à chaque fois par des biais excellents, quoi. Que ce soit le catch, que ce soit le rock, le hard rock, ou que ce soit ici la créativité, l'inventivité, l'esprit humain. Et comment l'esprit peut être malmené également. Donc, waouh, Demon is Following Us, un de mes coups de cœur de l'année, vous le savez. Ce sera clairement dans mon top 3 à la fin de l'année, je pense. On continue et on termine avec Image Comics. Avec la reprise de Phantom Road, on l'attendait cette reprise. Jeff Lemire au scénario, Gabriel Hernandez Walta au dessin et Jordi Belair à la colorisation. On a vu un cliffhanger assez dingue à l'issue du numéro 10. Et là, on nous parle de Horror Man Part 1 of 5. Et on sent que là, Jeff Lemire, tout simplement, il nous manquait plein de pièces de puzzle et il nous le rapporte quasiment toutes d'un coup. On nous parlait d'un certain projet secret du FBI. Là, on va nous expliquer beaucoup plus en détail. Parce qu'évidemment, le père de Teresa, lui, était un agent du FBI, même si lui disait autre chose à ses enfants. Il disait que c'était un agent d'assurance. Et on voit que son partenaire n'était nul d'autre que ce personnage très mystérieux à la chemise hawaïenne qu'on pouvait voir. D'ailleurs, au cas où on n'était pas sûr de le reconnaître, on nous fait un petit rappel vestimentaire ici. Non, c'est vraiment génial. On voit que tous les deux, ils étaient déjà sur une enquête qui va forcément expliquer et rejoindre toute la quête qu'avaient Dom et Birdie et cette livraison à bord de ce camion. Et on va voir qu'il y a des choses de plus en plus mystérieuses aussi par rapport à ces établissements Billy Bear. Je vous dis, tout fait sens tout à coup. C'est-à-dire que on avait beaucoup de zones d'ombre que là, Lemire décide d'éclairer. Et c'est vraiment génial, c'est palpitant. On a hâte de lire la suite. On ne sait pas à quel point, justement, tout est lié entre l'agent Weaver père et l'agent Weaver fille. À quel point, justement, cette espèce de projet secret
quel est son but, hein, à quel point il va interagir avec la quête de Dom et de Birdie et de cette fameuse livraison. Non, vraiment, encore une fois, excellent. Jeff Lemire, il mène sa barque avec brio. Alors à chaque fois, on a le petit goût de trop peu, mais suffisant pour y revenir avec grand plaisir. Donc vivement la suite pour Phantom Road. J'ai trouvé que ce numéro 11 était encore une fois hyper efficace. Donc voilà. On enchaîne avec IDW et The Last Ronin 2 Re-Evolution, numéro 4 sur 5. Hein. Le numéro 5 sort, je crois, fin avril. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, autant me remettre le numéro 4 en tête. Hein. Un épisode qui est intitulé tout simplement Secrets, parce qu'effectivement, on va voir que, un petit peu, ces tortues, Casey Jones et April, avaient un petit peu utilisé un protocole d'urgence, parce que là, ils étaient complètement acculés. C'est-à-dire qu'ils avaient le clan foot absolument qui explorait tous les souterrains de cette résistance. Et donc ils se devaient évacuer d'une manière ou d'une autre. Mais là on a aussi les querelles internes, parce que forcément l'entourage, le clan de April comprend pas trop qu'ils étaient mis sous le secret, justement, qu'ils n'étaient pas dans la confidence. Et c'est là où on voit que tout à coup April pense qu'ils avaient peut-être raison, il ne faut plus de secret entre eux et qu'il faut essayer de se dire les choses. Là, on va voir quelque chose qui est assez intéressant aussi, une espèce d'androïde, quoi, un robot qui va être un petit peu leur allié et qui va être à l'origine de leur salut. Mais là aussi, on va en savoir un petit peu plus. On le savait, il y a April qui va raconter un petit peu son passé, ses douleurs et ses souffrances qui nous sont narrées et racontées dans l'Astronine pour montrer et motiver ses troupes et à quel point il ne faut pas se laisser aller. Et même si, quand on croit que tout est désespéré, et c'est le fait de changer de foyer en foyer, on arrive toujours, du moment qu'on est ensemble et qu'on a un petit peu d'amour entre nous, on arrive toujours à trouver son chez-soi, même si c'est temporaire. Je trouve que c'était très beau, c'est un moment qui est vraiment très joli. Parce qu'on le sait, on a pas mal de choses là-dedans, on a quand même ces tortues qui ont une espèce de nouvelle mutation, où ils sont en train d'acquérir un petit peu des nouveaux pouvoirs, et on a vraiment un numéro que je trouve plutôt efficace, plutôt péchu, qui va finir par un affrontement. Donc je vous montre pas tout, mais voilà, où, voilà, on a un cliffhanger plutôt intéressant, où on sent que forcément on se dirige vers la fin de la série, vers peut-être un affrontement final. Et même si on ne sait pas à quel point en fait les tortues sont en sécurité ou pas, parce qu'effectivement ce protocole il est quand même assez radical, hein, le protocole d'évacuation, voire de destruction. Alors, je vous en dis pas plus. Donc ce Last Ronin 2 Revolution, globalement, j'aime assez, même si ça n'a plutôt rien à voir, c'est vraiment un Last Roninverse. On essaie à chaque fois, à partir des fins que nous ont laissé les auteurs, on essaie de continuer et de voir ce qu'on peut raconter d'autre. C'est pas mal, je trouve les tortues charismatiques. J'aime bien ce qui est proposé, mais c'est pas renversant. Voilà. On va voir avec le numéro 5 et la conclusion. Mais c'est plaisant, je boude pas mon plaisir, c'est plutôt cool. Mais c'est clairement pas le comics de l'année. Mais voilà, si vous étiez en manque de Last Ronin, si vous avez bien aimé la fin de Last Ronin Lost Years, oui, allez-y là-dessus. Les tortues sont plutôt chouettes, hein, je trouve que là-dessus ça fonctionne bien. Allez, on termine avec Distillery. Un numéro qui s'est fait attendre aussi, le numéro 3 de Big Burn, hein, qui a mis du temps à sortir. Je vous parle pas de White Boat, qui est reporté au mois de juillet, je crois, alors qu'il est sorti en mars ou avril 2024. Donc ouais, c'est un peu problématique, justement, la fréquence des sorties de Distillery, en tout cas pour les lecteurs de Single Issue, parce que pour ceux qui lisent en relié, je pense que vous en cognez et vous en foutez. Mais encore une fois, Big Burn, écoutez, hein, c'est la conclusion de cette série qui était plutôt sympa, ce couple, hein, un petit peu la Bonnie and Clyde, hein, ce couple de braqueurs qui sont tombés amoureux l'un de l'autre, hein, mais qui ont fait le coup de trop, parce que lui, à chaque fois, c'est ça, il a du mal à s'arrêter, il veut aller un dernier coup, juste un dernier coup, et forcément, ils se sont fait choper, sauf qu'on leur a proposé une solution de salut ou de fuite, hein, mais pour ça, il fallait ni plus ni moins qu'ils vendent leur âme au diable, ce qu'ils ont fini par faire. Et donc, on a quoi? The Big Burn, ça raconte quoi? Ça raconte plusieurs personnes qui vont se réunir, qui ont tous perdu leur âme et qui veulent la récupérer, et qui veulent justement braquer les enfers. Donc, c'est vraiment une espèce de métaphore assez intéressante, justement. Et on voit à quel point, on avait vu dans les premiers numéros, à quel point être dépourvu de son âme, c'est quand même très, très compliqué. Et c'est une vie, tout simplement, qui ne vaut pas le coup d'être vécue. Une vie sans amour, une vie sans plaisir, une vie sans passion. Et on a quelque chose qui est assez intéressant avec justement une espèce de torture de l'esprit opérée par la personnification du diable, et voir à quel point le stratagème est bien établi ou pas, parce que ça fait forcément référence et ça renvoie à chacune des craintes ou
ou des désirs enfouis de chacune des personnes qui composent ce cast. Ont-ils réussi à s'en sortir? Quelle va être un peu l'issue de cette histoire? Bah, c'est ce que vous découvrez dans The Big Burn. Globalement, The Big Burn, je trouvais que ça commençait très bien, c'était très frais. Et finalement, bah, c'est un récit qui est... C'est un feel good, hein, c'est un récit feel good, mais qui est vraiment pas génial. C'est quand même pas ouf, c'est assez classique. Même l'issue du récit, elle est pas mal, mais on a encore un The End point d'interrogation, parce que oui, ça pourrait embrayer sur une autre série, avec un autre type de casse, encore un coup, un dernier coup, toujours. Est-ce que ça joue sur, justement, le personnage qui veut toujours un coup de plus, donc pourquoi pas toujours une série de plus? Est-ce que ça se moque de l'industrie, ça j'en doute. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à ces fins, de type Man's Best, ou de type Pine and Merrimack chez Boom Studios, un peu frustrante malgré tout. The Big Burn, c'est vraiment une série plutôt sympa à lire, mais que je recommanderais pas forcément. Quand ça sortira, ça, chez Delcourt, hein, pour 25 euros, je vous dirais pas de vous ruer dessus, sauf si vous aimez les histoires de braquage, plutôt sympa. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de braquage plutôt sympa, et qui peut poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'avoir une âme humaine. Ça essaie d'y répondre dans une partie de l'épisode, mais finalement, c'est quand même assez court, et ça reste à la surface. Donc voilà pour moi, pour cette issue de secours numéro 36. Écoutez, bah, en résumé, deux énormes coups de cœur, Resurrection Man numéro 1 et The Moon is Following Us numéro 8. Mais d'autres très bonnes lectures, hein, sur High Street numéro 5 et Sgeiger 13 chez Ghost Machine, c'était très bon. Absolute Batman 7 est franchement sympa. Absolute Superman 6 est bien aussi, même s'il m'a légèrement déçu, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et puis ensuite, ouais, The Seasons, ça reste bien. Lucky Level, c'était très bien, numéro 3 également, que j'ai beaucoup aimé. Super retour de Phantom Road, enfin voilà. Voilà pour la synthèse, parce qu'il y a quand même pas mal de titres, hein, et je vais pas les repasser en revue, cela n'aurait aucun sens. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Merci de lâcher un petit like. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir. On ne s'arrête plus, c'est formidable. Et puis bah, quant à moi, bah, je vous retrouve très bientôt, sans doute bah, mercredi prochain, sur la chaîne de Mindphobia pour d'encre et de bulle, mais également je sortirai de la vidéo top 25. Et oui, exclusivité, si vous êtes resté au bout de la vidéo, ce sera un top 25 de comics indépendants. Donc rendez-vous mercredi pour une double session de vidéos enregistrée et en live. Salut, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, à très bientôt sur la chaîne.